On va maintenant se concentrer sur un panel d'experts et il faut remercier, bien entendu, les commanditaires de notre panel. Nous avons donc la Caisse des Jardins du Cœur de l'Île, EXP Québec Vert, Canard Illimité Canada et la salle NHC. Donc, j'invite tout de suite les 4 intervenants à monter sur scène pour le panel qui se nommera Coopération et innovation, unir les forces pour un succès collectif. Alors, nous avons d'abord Madame Mélanie Villeneuve, qui est mairesse de la ville d'Otterburn Park et présidente du CA des Fleurons du Québec. Elle est horticultrice de formation. Mélanie a travaillé sur des projets novateurs de lutte aux îlots de chaleur, d'agriculture urbaine et de verdissement. Bonjour. Mairesse depuis 2021. Elle est convaincue que l'aménagement des villes est un facteur déterminant dans la lutte au changement climatique. Merci d'être avec nous. Notre deuxième intervenant est Hugo de Groot, qui est vice-président et ingénieur associé d'Eureka Environnement. Ingénieur généraliste spécialisé en eau et environnement, il détient également une maîtrise en génie de l'environnement de l'ETS. Au travers de ses 15 ans d'expérience, il a bâti son expertise autour de la gestion de l'eau, de sa source jusqu'à son rejet. Il partage aussi fréquemment son expertise dans les universités du Québec à titre de chargé de cours et intervenant. J'appellerai maintenant à la barre M. Michel Rousseau, qui est architecte paysagiste et associé principal, c'est Rousseau-Lefebvre. Et voilà, ça fait plus de 36 ans qu'il a sa firme de consultant en architecture de paysage, urbanisme et environnement. Et vous l'avez entendu ce matin, longue expertise. Il va même jusqu'à pousser pour faire de la recherche et développement pour améliorer les phytotechnologies qu'il installe. Donc, re-bienvenue sur scène. Et le dernier est Christian Dufresne, qui est agronome, classificateur et consultant pour les Fleurons du Québec. Expert en évaluation de projets d'aménagement depuis plus de 15 ans, notamment pour les Fleurons du Québec et Villes et Villages Fleuris, Christian agit aussi comme chroniqueur, animateur et conférencier pour de nombreuses organisations. Dernièrement, il travaille plus particulièrement sur la gestion différenciée en lien avec des éléments de phytotechnologie. Christian, aujourd'hui, représentera également les officiers municipaux du Québec et les responsables des espaces verts du Québec. Et enfin, pour animer ce fabuleux panel, n'est autre que Louise Noétier, ici présente. Je pense que vous connaissez depuis ce matin. Donc Louise, à nouveau, est professeure associée à l'INRS. Elle a un intérêt très poussé pour tout ce qui est biodiversité, adaptation et résilience de nos villes. Elle s'intéresse notamment aux phytotechnologies pour solutionner divers enjeux environnementaux. Elle est doctorante en sciences de l'environnement. Elle est membre du conseil d'administration de Recyc Québec et cofondatrice de Tricycle, une ferme d'élevage de ténébrions en économie circulaire à Montréal. Donc, Louise, je te laisse. Merci. Bien, merci tout le monde. Donc, bienvenue à ce panel d'experts sur la coopération et l'innovation, unir les forces pour un succès collectif. Donc, aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'on peut arriver pour travailler ensemble pour faire avancer les phytotechnologies. Alors, peut-être quelques mots d'ouverture. On pourrait commencer par Madame Villeneuve. Parfait, ça fonctionne, oui. Oui. Donc, c'est ça. Écoutez, quand j'ai lu le cahier de préparation, je pense que ça résonne beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui résonnent là, chez moi en termes de défis. Puis je dois avouer que quand on le regarde un peu, là, ça peut être un peu décourageant. Là. Fait qu'on va essayer de trouver des pistes de solutions là, pour travailler ensemble puis faire émerger des beaux projets là, qui durent longtemps. Excellent. Maintenant, un petit mot d'ouverture avec M. Desgroutes. Oui, bonjour à tous. Donc, très content d'être ici. Ça fait quelques années maintenant que je passe là-dedans à la SQP avec quelques questions pertinentes. Du coup, ils se sont dit, tiens, on va le mettre sur la scène cette fois-ci. On va voir ce que ça donne. Ce sera peut-être la dernière fois, mais écoutez, c'est pas grave. Très content d'avoir un panel diversifié aussi. On va pouvoir échanger, voire même s'obstiner éventuellement. Mais toujours dans un esprit de constructivité. Moi, ce que je remarque à chaque année, en fait, c'est la diversité aussi des personnes qui sont ici, et de voir que c'est toujours plus vers la construction et une vision commune que dans la concurrence, parce qu'il
il y a plusieurs ingénieurs, plusieurs architectes de paysages, donc on voit que tout le monde veut aller vers un développement des phytotechnologies. Et cet élan-là, je trouve qu'il est, il est magnifique, il faut le garder. Et ce panel, j'espère, va encore en démontrer son efficacité. Merci beaucoup. Monsieur Rousseau, voulez-vous ouvrir cette discussion? Rajouter quelque chose? Oui. Oui, bien, je pense qu'avec ce panel, mon objectif, moi, c'est non seulement qu'on ressorte avec des idées, mais avec une détermination à travailler davantage ensemble pour que les phytos, ce soit elles qui gagnent puis qu'on puisse avancer. Très bien. Et Christian? Alors, moi, ça fait presque 30 ans que je travaille avec le monde municipal. J'ai vu son évolution, évidemment, au point de vue de l'écologie, de l'environnement. Ce qui est important, je suis un gars de terrain, donc c'est de mettre en place, évidemment, les phytotechnologies, mais qu'elles perdurent dans le temps. Et de faire des ponts, arrêter les silos, de travailler ensemble pour qu'on ait quelque chose qui est évolutif, mais aussi qui reste là, qui ne se défasse pas au bout de 3 ans après le mandat. C'est un peu ça l'idée. Puis ce panel, il m'intéresse évidemment pleinement. Pleinement. Excellent. Donc, premièrement, j'aimerais vous interroger. Comment est-ce qu'on fait pour unir les forces? Parce qu'on vit dans une société qui est de plus en plus axée sur la division. On le voit, côté électoral, ça vote à droite, ça vote à gauche. Ensuite, on le voit dans les villes, c'est soit des écolos qui aiment trop les pistes cyclables ou des gens qui sont attachés à leur voiture. Donc, on est beaucoup dans une société qui se divise, qui s'individualise. Mais là, on a l'occasion d'unir nos forces. Quels sont nos leviers pour s'unir et qui doit s'unir? Qui aimerait rebondir? Bien, si on parle des défis pour le déploiement là, de ces projets-là, on soulignait le temps que ça prend, là, tout ça. Là. Un projet qui débute puis qui se termine, par exemple, nous, on en a commencé un en 2021. Il a été réalisé, mais il n'a pas été annoncé encore. Fait qu'à travers le temps, ça peut être très, très long. Fait que le défi, c'est aussi d'avoir des forces unies qui vont perdurer aussi dans le temps. Là. Un conseil, ça dure 4 ans. Il y a beaucoup de roulements de personnel dans les villes. Je suis certaine qu'il y en a aussi dans vos organisations. Là. Fait que c'est pas évident. Il faut avoir un petit maillon, là, un centre qui va toujours être en mesure de communiquer là, ensemble. Là. C'est sûr que moi, on va en reparler tout à l'heure, mais le personnel vraiment à l'intérieur des organisations des villes, là, je pense que c'est vraiment un maillon là, qui est super important. Là, puis on aura sûrement l'occasion de s'en reparler. Donc, unir les fonctionnaires et les élus au sein des villes, s'assurer qu'il y a une union temporelle qui dépasse les frontières des élections. Avec les partenaires également. Là. Avec les partenaires. Avec les partenaires là, que sont les organisations. Bien là, Michel vient de s'étirer au bout de sa chaise. On dirait que ça l'a interpellé. Qui est-ce qu'on devrait unir? Ah oui, je suis désolée. Non, mais je pense que la clé, c'est vraiment le temps. Pas juste le temps à moyen, long terme, mais est-ce qu'on a le temps d'intervenir et de travailler ensemble? Souvent, on a là, je vais parler pour moi, là, mais il y a des mandats qui sont très, très courts dans le temps. On nous demande d'intervenir très, très rapidement. Est-ce que c'est pas propice à la collaboration? C'est sûr que c'est pas propice à aller consulter puis d'aller chercher les partenaires. Ça se passe trop vite. Donc, je pense qu'il faut qu'on revienne à une échelle de temps qui est un peu plus réaliste. Des grands projets, ça peut prendre du temps et il faut accepter ça. On a vu l'annonce pour l'hôpital Maisonneuve-Rosemont hier, puis les premiers patients, ça va être dans 10 ans. Fait que, ma blonde a réagi, elle a dit « ça n'a pas de bon sens », en disant « oui, mais je dis, un gros projet comme ça, là, il y en a pour 3-4 ans avant de planifier. » Il va y avoir un peu d'aménagement paysager aussi autour de ce bâtisse-là, s'il reste du terrain, ça, c'est sûr. S'il reste du terrain, s'il reste des sous. Mais il faut se le donner, ce temps-là, si on veut bien collaborer ensemble. Puis l'autre chose, je pense qu'il faut qu'on se donne des canaux de communication entre les différentes associations, on le fait de plus en plus, mais entre les différentes disciplines aussi. Quand est-ce qu'on voit l'Ordre des ingénieurs, puis l'Association des architectes paysagistes, puis des biologistes qui vont se parler entre elles? On ne voit pas ça. Nous, comme membres de ces regroupements-là, peut-être qu'on devrait passer le message qu'on devrait le faire. On devrait se réunir puis échanger entre nous autres et non pas continuer dans nos silos respectifs. Oui, on voit Christian qui veut réagir tout de suite. Moi, je rajouterais à ça, pourquoi on n'inclut pas aussi l'école bleue, pourquoi on n'inclut pas les horticulteurs qui vont faire de l'entretien de terrain dès l'idéation pour éviter de faire du plan, on revise le plan, on revient, on retourne, on revient. Donc, à l'intérieur d'une municipalité, d'un organisme, d'avoir un comité
à l'implantation des phytotechnologies, incluant tout le monde. Mais dès le départ, ça va éviter de ça part d'en haut, ça va en bas, ça remonte en haut, ça remonte en bas, puis on n'avance pas nécessairement, on perd du temps. Puis je pense que c'est important aussi d'inclure les gens de terrain dès le départ dans la réalisation, parce qu'une municipalité, elle a des enjeux. Bon, mais les grosses municipalités ont une facilité, évidemment, mais il y a des petites municipalités qui font des œuvres de phytotechnologie, mais quand j'ai 200 populations, puis j'ai un col bleu, là, il faut penser ça aussi quand on va le réaliser. Qui va le faire, qui va l'entretenir, parce que en tant que classificateur, j'ai vu trop souvent des projets imposés. Ah, bon, il faut faire ça, ça a l'air. Mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font, puis comment ils vont l'entretenir. Fait qu'au bout de 3-4 ans, ben c'est plus beau, puis c'est à recommencer, et ainsi de suite. Hugo voulait rebondir là-dessus. Moi, je voulais rajouter à ce que Michel disait. Une chance qu'on n'a pas tendu nos ordres professionnels pour se rencontrer et d'être réunis ici à la SQP. Ça, c'est la première des choses. Je pense que si on attend nos ordres, on va pouvoir attendre longtemps. Par contre, il y a peut-être un maillon plus en amont qu'on n'a pas encore assez développé, malheureusement, que j'essaye de développer de mon côté avec les ingénieurs civils à l'ETS, les fameux 50 nuances de béton. Et si vous voulez, c'est dès l'université, je pense, où il y a quelques ponts qui se font dans certains cours de projets intégrés auxquels j'ai pu participer ou certains de mes collègues, où ils essayent de réunir architectes de paysage, ingénieurs civils, etc. Mais c'est encore ce maillon-là, c'est que si on ne leur donne pas cette culture d'avance, qu'ils ne sont pas tout seuls dans leur rail et qu'ils vont devoir travailler avec d'autres gens autres que du génie, par exemple, pour mon cas, ben, ils arrivent avec déjà des œillères, malheureusement, qu'il faut leur enlever avant de pouvoir justement être prêts à faire des projets justement en collaboration avec un aspect technique pour l'ingénierie, pour l'architecture de paysage, pour, comme vous disiez, l'ensemble des partenaires qui vont être présents, comme tu le présentais ce matin. Et si on ne démarre pas de là, je pense que c'est un manque d'ouverture, et c'est aussi notre responsabilité en tant que diplômés, expérimentés, etc., de repartir un peu vers l'université en disant, vous savez, votre métier, c'est pas de faire des belles équations, puis d'avoir des belles réponses à vos équations, c'est surtout de communiquer avec les gens autour, comprendre leurs besoins, analyser leurs besoins, et matcher ces besoins-là pour sortir quelque chose de beau et de fort. Pour être sûr que les équations sont biologiquement pertinentes aussi, ça aide toujours. Mais justement, pour conclure dans un premier temps sur le volet de coopération, on parlait, ce serait bien que les gens des différentes associations, des différents ordres professionnels interagissent davantage. Mais quel serait le forum idéal pour parvenir à cette aspiration-là? Hein? Allez-y. Je pense qu'on est là, en fait. On est là. D'accord. C'est un peu facile comme réponse, mais c'est... On cherche des administrateurs, d'ailleurs, pour renforcer... J'ai senti aussi beaucoup de pression. Mais je pense qu'au-delà d'un forum, vous avez parlé de la formation universitaire et tout ça, pour ce qui est des horticulteurs aussi. Je pense que ça émerge de là aussi, là, veut pas, là, les écoles qui forment des gens qui ensuite à ça vont se retrouver sur le marché du travail. En tout cas, moi, c'est ça que je vois, là, c'est qu'à l'intérieur de nos organisations, les villes, quand il y a des gens qui sont formés, qui sont convaincus, qui sont vraiment pour l'innovation, que ce soit dans le cadre des phytotechnologies ou sinon en mobilité active, etc., c'est eux, après ça, là, qui vont tenir leur bout. Là. Fait que c'est pas un forum comme tel, mais c'est l'espace, je pense, où est-ce qu'il faut que ça se développe. Puis je pense aussi que lorsqu'on va faire, on va implanter une œuvre de phytotechnologie, exemple dans une municipalité, mais qu'il y ait une formation qui soit donnée à tous, pour que tout le monde ait le même langage. Donc, on a les urbanistes, les ingénieurs, on a tout le monde, on a les gens de terrain, pour que les gens disent, c'est quoi ça? Puis poser des questions. Donc, un va aider à l'autre à bien comprendre l'enjeu, mais bien comprendre, ben oui, mais si tu fais ça, moi, il faut que je l'entretienne. Est-ce que j'ai du budget pour ça? Et ça inclut aussi les élus. Il faut que les élus soient partie prenante, parce que souvent, on va faire des œuvres de phytotechnologie, on va les entretenir, mais il n'y a pas de fonds dédiés. On fait quoi après, là? Comment on entretient ça, là? Puis au niveau de la formation, j'aimerais t'entendre, parce que tu es quand même un expert du domaine de la formation, engagé là-dedans. Qu'est-ce que ça prend comme condition gagnante dans le milieu de la formation? À quel niveau pour parvenir justement à rassembler les gens? Je pense que ce qui est important, si on fait des équipes multidisciplinaires, d'avoir un langage qui est simple, qui est concret, qui est terrain, pour que les gens comprennent bien, d'aller chercher l'expertise professionnelle des architectes, des ingénieurs, mais après ça, de faire comprendre aux gens qui vont réaliser, mais aussi les citoyens. Le citoyen, l'acceptabilité sociale
est souvent un frein. Moi, j'ai vu des gens avec une tondeuse aller passer la tondeuse parce qu'ils ne trouvaient pas ça beau. Mais il n'y a pas eu d'éducation en amont, il n'y a pas eu de prise de conscience. On le fait, on l'implante. Donc, il y a tout ça qu'il faut aller chercher. Je pense que c'est important. La réalisation de terrain, ben, tu sais, comme tu disais, les calculs et ainsi de suite, ben, eux, ça ne les dérange pas. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi on s'en va là? Pourquoi on ne pourrait pas? Parce que l'autre, ils vont vous poser une question, mais si on faisait ça comme ça, mais je ne peux pas. Donc, de l'expliquer, d'avoir ce partage-là de connaissances sans préjugés. Mhm. Je pense que ça va être important, puis on va pouvoir avancer parce que les gens ne se sentiront plus imposés de quelque chose, mais ils vont être partie prenante de la réalisation du projet. Puis parfois, ça peut être intimidant aussi, les gens qui proviennent d'un ordre professionnel ou d'une association qui sont confrontés à d'autres qui n'ont pas nécessairement tous les mêmes niveaux de diplomation, puis on peut se sentir que les frontières des compétences, les champs des expertises, quel est le rôle et la responsabilité de chacun? Est-ce que tout le monde va être à l'aise là-dedans? Michel, tu as travaillé en collaboration avec plein de gens. Comment ça se passe, la gestion des égos ou la gestion des gens qui ont un syndrome d'imposteur, qui n'ont pas l'impression qu'ils peuvent contribuer? Comment est-ce qu'un architecte paysagiste peut expliquer à un ingénieur qu'il fait fausse route dans sa conception? Bien, évidemment, ça dépend beaucoup des personnalités, là, tu sais, Oui. à l'intérieur même d'une seule et même discipline. Mais je reviendrai sur le premier point que tu as amené. Il semble avoir des zones grises entre différentes professions. Puis j'ai un client qui me disait ça. Il dit ça, c'est difficile de départager le travail de l'architecte paysagiste, l'ingénieur civil, puis biologiste. Mais c'est peut-être ça qui va nous réunir. Mm-hmm. C'est peut-être ces zones grises-là qu'on devrait bien identifier pour dire, bon, bien, OK, regarde, on intervient sur à peu près les mêmes projets, pour à peu près la même chose. Toi, tu es spécialisé dans ça, moi plus dans ça. Mais comment on pourrait influencer de part et d'autre nos diplômés ou nos professionnels? Je pense qu'il faudrait qu'on exploite ces zones grises-là pour que ça soit ça, finalement, qui nous réunisse plutôt que ça soit ça qui nous divise. Oui. Christian? Oui, mais tu vois, ça, là, j'ai reçu des commentaires de l'Association des responsables d'espaces verts, puis c'est ça qu'ils disaient. Ils disaient que souvent, c'était chacun fait son affaire. Il n'y a pas de planification générale de la réalisation municipale, par exemple. Fait que là, les ingénieurs arrivent, ils font quelque chose. OK, après ça, les architectes arrivent, ils font quelque chose, mais ils ne se sont pas parlé. Donc, après ça, les travaux publics, on enlève les tuyaux, on remet des tuyaux, on défait ce qu'on a fait. Donc, d'avoir cette concertation-là au départ, puis comme tu dis, que tout le monde se respecte là-dedans, là, bien ça, on va avancer. On ne défait pas ce que l'autre a commencé. Oui, puis moi, la légende que j'ai entendue entre des professionnels, où est-ce que là, il y a des gens en aménagement du paysage qui connaissent les biorétentions, qui veulent concevoir une biorétention, et donc ça prend une pente de 2 pour que le stationnement draine vers la biorétention, puis quand les ingénieurs arrivent, ils disent, ben non, ça ne draine pas du bon bord, il faut que ça draine vers l'égout, donc on change la pente de bord pendant la réalisation des travaux, puis finalement, la biorétention sèche, littéralement. J'imagine, Michel, tu en as vu des histoires comme ça? Tu n'as pas été chanceuse. Bon, c'est une histoire un peu extrême, celle-là, mais je me demandais au niveau des municipalités, au niveau des appels d'offres, est-ce qu'il y aurait des changements qu'on aurait à faire pour permettre, le temps dont tu parlais, et pour peut-être forcer la collaboration aussi, là où elle ne se fait pas naturellement? Oui, effectivement. Bien, je pense que clairement le temps, mais il y a aussi, on a un système, on le sait, qui est basé sur le plus bas soumissionnaire conforme. Donc, on le déplore du côté des consultants parce qu'on trouve ça épouvantable. Clairement, la firme qui va l'avoir, c'est la firme qui a prévu de le faire en moins de temps possible. Alors, pas nécessairement la plus compétente. Non, exactement. Mais c'est le même problème pour les entrepreneurs. On s'attend à, bon, bien, c'est parfait, c'est le plus bas soumissionnaire, puis on va aller de l'avant avec lui. Oui, mais il a soumissionné 100 000 en bas de l'estimé qu'on a fait. Ça s'appelle problème, là. Et malheureusement, si j'ai le mandat de le superviser, je n'ai pas plus d'argent pour le superviser. Puis il va me demander bien plus de travail à suivre parce que ce n'est pas quelqu'un nécessairement qui a la compétence. Fait que je pense qu'il ne faut pas juste regarder du côté de ceux qui vont faire la conception, mais aussi ceux qui vont faire la réalisation. Et la même affaire par rapport à l'entretien. Tu sais, je l'ai mentionné tantôt, il faut vraiment bien jauger la chose pour être certain que ça ne sera pas un montant ridicule qui va être resté à la toute fin. J'en parlais avec les gens de l'arrondissement de Saint-Laurent tantôt. Il y en a qui sont experts pour dévier la chose, même si tu prévois un montant important pour l'entretien. Ils se sont arrangés ailleurs, puis cet argent-là qu'ils vont en perdre, ça ne les dérange pas parce qu'ils sont allés sur un autre projet plus payant. Fait que je pense que l'important, ça serait de discuter pas juste entre consultants, mais les gens au niveau des villes
On se propose des choses ensemble pour dire, OK, pour l'entretien, pour s'assurer qu'on va avoir un entretien intéressant, bien, voici nous autres ce qu'on a expérimenté, puis ça fonctionne relativement bien. Pour pas qu'on soit à la merci de personnes qui vont dire, ben non, moi, c'est sûr, ça ne sera pas payant pour moi. Puis c'est pas évident pour un entrepreneur, là, de revenir 1 an, 2 ans après la job est finie, tu sais, puis c'était à l'autre bout que tu dois aller remplacer des arbres morts. Ça ne leur tente pas, là, c'est sûr. Là. Mais c'est ça. Fait que donc, dans les appels d'offres, ça va nous prendre aussi des évaluations de la qualité, pas juste le plus bas soumissionnaire. Puis ça va nous prendre aussi des rétroactions. On parlait de mécanique économique ce matin qui pouvait permettre d'avoir des rétroactions financières pour inciter le retour. Mais là, j'aimerais entendre du point de vue des élus. Là, c'est quoi le rôle que vous avez à jouer pour faire naître ces changements-là? Bien, il y a la seule mécanique, là, présentement, que je vois, c'est, bon, on peut y aller avec un pointage aussi au niveau de la qualité, là. Bon, mais sincèrement, c'est pas magique, là. On s'entend. Bon, les élus, les administrations publiques, on aime ça, se rattacher à des normes. Je pense que ça a été discuté ce matin. Puis, bon, vous avez un chantier là-dessus, là, si je comprends bien, là, qui s'en vient. Fait que oui, se rattacher à des normes. Nous autres, on l'a fait dans le cadre d'une révision de notre réglementation sur les stationnements. On se fie sur des normes. Maintenant, c'est comme ça que c'est fait. Et puis, c'est ça, ça permet de nous rattacher à la qualité. Mais on vit avec, c'est ça, la loi Cités et Villes provinciale. Et puis, c'est ça. Okay. On est pogné un petit peu là-dedans. Un petit mot d'ingénierie Oui, pour nous aider là-dessus? Je voudrais ajouter que dans les appels d'offres, souvent, on trouve que, justement, pour faire ce tri-là dont tu parlais, mais parfois les villes sont pas assez audacieuses quelque part. On peut le comprendre parce qu'on ne veut pas non plus être capable de présenter quelque chose de trop pointu, d'avoir personne qui se présente. Mais je pense qu'on a passé un cap, puis comme tu le disais ce matin, c'est la 18e année qu'il y a un colloque de la SQP. Je pense qu'il y a vraiment une vague qui continue là-dessus. Et d'être plus exigeant, de vouloir plus ou plus de performance, va peut-être permettre aussi à ceux qui en ont déjà fait, qui ont déjà de l'expérience, certes, ça va peut-être les favoriser quelque part, mais quelque part, ça va aussi montrer au reste qui, justement, profitent de ces mécanismes qu'on connaît déjà actuellement, de se dire, OK, là, je ne peux vraiment pas y aller, sinon je risque gros, en fait, derrière. Parce que tant qu'il n'y a pas ce risque-là derrière, qu'ils se disent, je suis capable d'aller chercher ça, puis peut-être aller chercher des extras derrière, puis être capable de livrer, puis après ça, de toute façon, c'est pas grave, mon projet, il est fini. Mais tant qu'on va avoir ces mentalités-là et qu'on n'a pas rien, entre guillemets, dans l'appel d'offres pour dire « Ah ouais, non, là, je ne peux vraiment pas y aller, je ne suis pas capable de le faire », ça prend quelque chose de plus spécifique avec quelqu'un qui est capable de démontrer qu'il est capable de travailler en équipe et de travailler avec l'ensemble des partenaires. Peut-être que là, effectivement aussi, on va avoir des meilleures places et des meilleures qualités. Tes propos nous donnent à passer à la prochaine phase de cette discussion-là. C'était parfait. Donc, au-delà de la collaboration, de l'union, bien, il va falloir innover davantage. Alors, comment est-ce qu'on parvient à réellement innover? Moi, pour ceux qui me connaissent, j'ai un profil de chercheur, donc je suis toujours curieuse de l'innovation. Puis des fois, bien, les chercheurs, on aime ça, on pète des nuages un peu, on teste des nouvelles choses qui ne sont pas nécessairement faciles à implanter, surtout quand on a des responsabilités financières, des responsabilités légales, quand on répond à un appel d'offres, de livrer. Comment faire la place à l'innovation dans le milieu des phytotechnologies, malgré toutes les contraintes des spécificités, des champs d'expertise, des domaines de discipline, des responsabilités et des garanties qui incombent aux gens qui vont lancer des projets? Je te dirais, en ce moment, la solution miracle, c'est de faire des projets pilotes. Ça, tout est permis, on a le droit de se planter, c'est pas grave, on y va avec un projet pilote, mais rarement on va avoir ce suivi-là. Comme j'expliquais après, tantôt, c'est de dire, bon, OK, on fait de la rétroaction, qu'est-ce qui a fonctionné dans le projet? Puis après ça, on définit des nouvelles façons de faire à l'interne. C'est ça, parce que l'innovation, c'est structuré. L'innovation, c'est pas juste d'essayer des choses dans tous les sens. C'est pour arriver à une optimisation, une amélioration. Tout à fait. Fait que, si on ne fait pas ça, malheureusement, ça va être, oui, on l'a essayé. C'est tout. Fait qu'on ne progresse pas vite. Tant qu'à moi, juste en gestion de l'eau de pluie, on a fait tous les projets pilotes qu'on avait à faire au Québec, là. On est rendu à l'action, on est rendu à vraiment s'améliorer puis performer. C'est plus l'heure des projets pilotes, mais on en voit plein encore parce que ça ne respecte pas tout à fait la réglementation municipale. C'est sécurisant. Tout à fait. OK. Christian? Oui, mais ton projet pilote,
peut être un vrai projet, mais on le met projet pilote pour que l'acceptabilité sociale passe. Donc, les gens pensent que c'est juste un projet pilote, mais en fin de compte, c'est un vrai projet. Puis à la fin, tu dis, « Hey, le projet pilote a été exceptionnel, voici la réussite, on avance. » Donc, Tu sais? c'est un cheval Mais de il y a- Troie. Oui. Mais il y a des communications reliées à ça. C'est ça qui est génial. Le service des coms d'une ville est extrêmement important en amont pour ne pas imposer aux citoyens. Et tout au long du processus, de voir l'évolution, notre projet pilote avance, même si ce n'est pas un projet pilote, il avance. C'est sûr qu'ils ne sont pas obligés de le savoir que ce n'est pas un projet pilote. Mais l'acceptabilité sociale, elle est très importante. Mais l'acceptabilité sociale, j'aimerais ça entendre un mot d'une élue qui doit certainement avoir des contacts avec les citoyens qui lui partagent leurs rêves, leurs aspirations, mais aussi leurs doléances et leur colère. Donc, Oui. comment ça se passe, l'acceptabilité Ça sociale? arrive des fois, mais là... Ça arrive? Oui, ça arrive. Je vais garder le truc, par exemple, du projet pilote, c'est bon, je prends en note. Ben, c'est sûr que, tu sais, on parle d'idéation, puis jusqu'à l'entretien, bon, les citoyens, de plus en plus, sont intéressés à participer au processus, à être consultés, puis vraiment à faire partie prenante là, du projet. Pour le meilleur et pour le pire, puis, tu sais, je suis idéaliste, là, je crois que, tu sais, ça prend ça. C'est sûr que ça l'amène une autre couche de complexité à travers tout ça. Ça l'amène plus de délais. Bon, vous êtes des gens innovants, là, j'en doute pas une seconde, puis je suis certaine que c'est le genre de défi que vous aimez relever. Mais c'est ça, à l'intérieur d'une ville, ça fait beaucoup de défis à relever, innovants. Puis je pense que quand vous pensez à une ville, vous ne pensez pas nécessairement à une structure super innovante. On est plus une structure bien, bien rigide, là. Fait que c'est ça, l'acceptabilité sociale, c'est comme une autre couche à prendre en considération, puis je ne veux pas vous démoraliser, là. Mais oui, c'est important parce que, tu sais, suite à un projet pilote, on va l'appeler comme ça, suite à un projet qui a lieu, bon, la population, elle a peut-être été consultée, peut-être pas, mais au bout du compte, va voir qu'est-ce que ça l'apporte, lui, tu sais, la personne. Est-ce que, bon, ça apporte, dans notre cas, là, on a fait une création de milieu humide, tu sais, qu'est-ce que ça apporte pour eux au niveau vraiment, à chaque jour, bon, on a ajouté un sentier. Ça permet de faire mieux accepter un projet qui est peut-être un petit peu effrayant au départ. Mais bref, dans le fond, c'est sûr que c'est très, très important. Puis pourquoi c'est important? Bien, c'est parce qu'on veut répéter après ça. Tu sais. Oui. On a un beau projet qui a fonctionné. Bon, bien, c'est là quand les élus, peut-être la prochaine cohorte, peut-être dans 10 ans, vont vouloir répéter l'expérience parce que là, ça a été un succès. Là. Puis moi, je pense que les villes sont à l'avant-plan de l'innovation parce que les villes, pour de vrai, réussissent à... C'est gentil. Mais c'est vrai, mais j'y crois profondément. Parce que les villes réussissent à faire des petits changements qui seraient beaucoup trop complexes à l'échelle provinciale, à l'échelle fédérale ou même à l'échelle internationale. Les villes peuvent se permettre d'adapter des solutions sur leur territoire. Donc, il y a beaucoup des innovations dans le domaine de l'environnement, dans la lutte et l'adaptation au changement climatique qui sont passées d'abord par les municipalités, d'abord souvent même par des plus petites municipalités qui ont plus d'agilité, de latitude, peut-être moins de ressources pour y arriver, mais qui font bouger les choses. Là, maintenant, qu'on a vu que les villes étaient très, très innovantes, qui sont à l'avant-plan de l'innovation dans les phytotechnologies, parce que c'est vrai que vous êtes parmi les plus grands donneurs d'ordre, à part peut-être le MTQ, dans les aménagements paysagers. Mais là, les ingénieurs, c'est quoi votre rôle dans l'innovation? Quelle est la définition de l'innovation en ingénierie? Pour nous, l'innovation, elle passe par deux côtés. La première, c'est de dire partir de quelque chose qui existe pour être capable de l'améliorer. Ça, c'est la première voie de l'innovation. La deuxième voie de l'innovation, celle que je préfère, c'est de dire je suis dans un domaine qui est encerclé, qui est dans un espace restreint, mais il y a d'autres domaines autour de moi. Et moi, j'avais un professeur qui avait l'habitude de dire vous ne trouverez jamais d'innovation si vous restez dans votre cercle. Il faut aller à l'intersection des domaines pour être capable de créer de l'innovation. Et nous, c'est comme ça qu'on la justifie et qu'on l'entrevoit, en fait, c'est de dire je maîtrise ce que je fais. Oui. Mais il y a d'autres manières de faire, il y a d'autres corps de métier, il y a d'autres domaines dans l'environnement, et il y a même une multitude. Et donc, c'est en allant voir dans les autres domaines ce qui se passe. Donc, ça passe aussi par une curiosité, l'innovation. Malheureusement, l'innovation, au travers de tout ça, va quand même être limitée parfois par la réglementation et l'évolution des mentalités. On parlait de changement de paradigme, etc. Mais si j'en reste à l'innovation, c'est vraiment soit j'ai quelque chose et je peux le sublimer à l'intérieur de mon domaine, soit je vais regarder ce que je suis capable de faire, ce que les autres domaines sont capables de faire, puis de voir comment je peux intégrer ces domaines connexes dans le mien pour trouver quelque chose qui va justement s'imbriquer et trouver quelque chose de nouveau. Moi, j'aime beaucoup, ça me parle, la multidisciplinarité, vraiment. Puis aussi, ce qui me parle dans ton discours, c'est
l'évolution des politiques et de la réglementation. Puis là, Michel, toi, tu as une longue expérience, une feuille de route, tu as dû voir une évolution au fil du temps. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution du cadre réglementaire, des politiques? Est-ce que ça devient de plus en plus facilitant? Est-ce que l'évolution de ces choses-là pointe vers des meilleurs jours pour les phytotechnologies dans notre société? Oui, définitivement. J'aimerais que ça aille plus vite, c'est clair. C'est jamais assez vite. Mais oui, juste en matière de gestion de l'eau, on est ailleurs là, par rapport à ce qu'on était. On a du retard sur certaines. Nos collègues en Ontario, on a du retard sur certains pays en Europe, c'est clair, mais on a quand même progressé. Cette progression se poursuit. Juste, je me souviens, il y a quelques années passées où comme président de la SQP, j'étais allé voir les gens au ministère de l'Environnement pour parler de phytotechno, puis de rentrer ça un petit peu dans le jargon ministériel. Bien, c'est chose faite. Aujourd'hui, si, juste dans le domaine, mettons, des berges, si j'utilise des phytotechno, je n'ai pas besoin de passer par une autorisation ministérielle. Je peux le faire. Bien, le gouvernement fédéral vient de faire la même chose, vient de copier sur Québec. Et on a autorisation. Si on se sert des phytotechno, j'ai comme un free pass et je n'ai pas besoin d'aller obtenir ça. Comme les projets pilotes. Phytotechno, c'est ça exactement. passe. Non, mais c'est vrai, il y en a des avancées. On peut continuer, on peut aller plus vite, c'est clair, mais on en a. Puis je pense que c'est important de le mentionner. Et là, tes propos tombent à point pour le prochain segment de la communication maintenant, aujourd'hui, parce que tu nous dis qu'il y a des bonnes choses qui se passent. Mais le prochain volet sur lequel j'aimerais vous entendre dans cette conversation, c'est au niveau des forces. Quels sont nos acquis? Quelles sont nos forces à l'heure actuelle? Peut-être ce sont des forces qui sont présentes depuis 18 ans, depuis que la Société québécoise de phytotechnologie est majeure. Peut-être que ce sont des forces qui sont relativement nouvelles. Peut-être que ce sont des forces qui sont en développement. Donc, quelles sont les forces que l'on possède au Québec en ce moment pour déployer les phytotechnologies? L'acceptabilité sociale, je vous en ai parlé tantôt, mais elle est aussi là. On accepte plus un aménagement biodiversifié, un aménagement avec des phytotechnologies que les anciens aménagements manicurés en bouboules qu'on avait avant. Donc, il y a ça. Oui, bien, c'est vrai. Comment ça s'appelle, les bouboules, là, justement? Toutes des buis, c'est ça? Ah, il y a les buis, il y a tout. On appelle ça la boulite aiguë. Mais on a une chance que ça n'existe plus. C'est une maladie, ça? Oui, c'est une maladie. Et aussi la jeunesse, les enfants. La jeunesse, c'est une maladie, non? Ça, non, c'est pas une maladie, ça. L'autre terme, OK, c'est bon. Ils ont des maladies. C'est ça, c'est une autre maladie. Mais les enfants sont ouverts à ça. Donc, c'est aussi d'aller chercher les enfants et les enfants vont amener les parents, vont amener les grands-parents. Donc, ça va nous permettre, c'est une force que l'on a qui est cachée, mais elle est là, cette force-là. Un autre cheval de Troie. Oui, non. Il est vraiment présent. Puis je pense qu'il faut viser aussi là-dessus pour aider en parallèle avec tout ce que l'on fait. Je vais revenir juste un petit point sur la réglementation. La réglementation, tantôt, là, oui, il faut la faire, mais il faut que les élus soient convaincus. Oui. Puis les élus changent aux 4 ans. Oui. Ça, c'est un défi qui arrive. Tout à fait. Donc, si, au départ, on a bien éduqué tout le monde, même les élus, mais ces réglementations-là vont s'installer beaucoup plus facilement et ça va devenir comme, hein, comment ça se fait qu'on n'a pas, nous, comment ça se fait qu'on n'a pas telle affaire? C'est les gens qui vont demander à ce que ça soit fait et non pas l'inverse où nous, on va imposer. Mais je pense que là, on a cette force-là. C'est juste de jouer avec. Ouais. J'écoutais le discours d'ouverture de la mairesse Valérie Plante au Sommet Climat cette semaine, puis elle a parlé en long, en large des parcs éponges, et c'était donc bien merveilleux, les parcs éponges. Là, quand on a des élus qui sont convaincus à ce point, qui vont quasiment prêcher dans le désert, mais là, c'est pas le désert, en fait, c'est de prêcher dans le marais, là, parce que c'est des milieux humides, finalement. Ça aide beaucoup, effectivement. Puis la jeunesse, tu avais raison. Avec les jeunes, d'ailleurs, ceux qui ne savent pas, mais au Jardin botanique, ici, il y a des camps scientifiques pour les jeunes où est-ce qu'ils leur apprennent à jardiner, où est-ce qu'ils leur apprennent à prendre soin des plantes de la nature. Puis ça, à terme, bien, ça fait des gens comme moi, puis qui ont grandi là-dedans, qui ont appris à aimer la nature, qui veulent continuer ces choses-là. Donc, c'est certain que d'exposer les jeunes, que ce soit au sein de la cellule familiale, que ce soit dans des activités de loisirs ou que ce soit dans une éducation plus formelle, d'éducation relative à l'environnement, dans un cadre de classe, ça va faire des citoyens de demain qui vont appeler les parcs éponges, qui vont appeler ces changements-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite rebondir au niveau de nos forces?
Je dirais avec les canaux de communication qu'on a établis. La SQP en est un très bon exemple. Quand ça a été créé à l'époque, c'était pour être inclusif. Donc, c'était pour se détacher un petit peu du génie végétal qui semblait se concentrer vers le génie principalement. Donc, quand les phytotechnos ont été créés comme expression, et la société, clairement, là, on ouvrait ça, c'était plus inclusif. Et on voit ce qu'il en est aujourd'hui. C'est assez... la répartition des gens qui sont ici le démontre. C'est vraiment beaucoup plus démocratique et davantage ouvert. Puis je pense qu'il faut qu'on pousse là-dessus. Québec vert est un autre très bon exemple. Donc, à la base, une fédération interdisciplinaire, c'était surtout pour l'horticulture environnementale. Ça a migré davantage vers l'environnemental. Puis Québec vert joue son rôle fédérateur au sein de plusieurs organisations. Fait, ça, c'est des forces. On doit continuer à miser là-dessus puis de favoriser ce discours-là de plus en plus entre les différents professionnels. Dans la classification des fleurons, il y a des pointages qui sont mis à l'implantation des phytotechnologies. Donc, les municipalités, les 300 quelques municipalités, ils sont évalués sur leur action en environnement. Donc, il y a déjà une base là, qui est présente pour les inciter à les faire, mais à nous les présenter aussi, ce qu'elles ont fait. Là. Puis ça, les systèmes de pointage, justement, en ingénierie, j'imagine que vous en avez un puis un autre, des systèmes de pointage quand vous concevez des bâtiments, des infrastructures, des aménagements végétalisés. Est-ce que tu as une opinion là-dessus? La difficulté des phytotechnologies, c'est que c'est du vivant. Ouais. L'ingénierie, c'est pas qu'elle n'aime pas le vivant, c'est qu'elle n'aime pas ce qu'elle ne contrôle pas. Ah oui. Si je calcule une poutre d'acier, je prends une autre poutre d'acier, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais si je veux mettre une plante à un endroit, dans un ouvrage de phytotechnologie, dans une biorétention, dans un endroit spécifique, avec une quantité d'eau, etc., sans compter la partie biologie des bactéries, du terreau qui a été mis, etc., etc., mais là, on rentre dans des choses qui sont beaucoup plus complexes et qui sont surtout pas mesurables et pas quantifiables au départ. Et donc, la force de la phytotechnologie, elle est là. C'est que parfois, dans des situations quasi désespérées, on peut utiliser, où on n'a pas de solution réelle ou pas à court terme et on n'aime pas ce qui est à long terme, les phytotechnologies peuvent quand même amener, pour des sites contaminés particuliers, par exemple, amener des solutions qui sont à plus long terme, mais qui vont permettre, après une valorisation, encore une fois, on a une échelle de temps, mais on est capable d'apporter des solutions là où l'ingénierie conventionnelle n'en amène pas. Mais c'est toujours très difficile. La phytotechno est très puissante, c'est juste que c'est pas toujours évident à apporter. Il n'y a quand même pas un historique de phytotechno très très large et très très long au Québec. Là où on a de la chance, c'est qu'aujourd'hui, la communication, les moyens de communication et de connaissance avec tout ce qui est Internet et ce qui se fait dans les autres pays peuvent nous servir aussi pour nous appuyer à développer ça ici. Mais c'est sûr que c'est encore... moi, je trouve que c'est encore embryonnaire au niveau ingénierie. Il y a encore tout à faire. Mélanie, au niveau des forces, est-ce que tu avais une intervention? Oui, peut-être pour faire du pouce sur le cheval de Troie, là, c'est une autre belle expression là, que je vais réutiliser. Les enfants, les élus qui peuvent effectivement apporter des projets puis bien les communiquer. Des champions. Mais je pense vraiment qu'il y a le cheval de Troie qui est le fonctionnaire à l'interne. Puis là, je parle, horticulteurs comme pour les plus grandes organisations, là, vraiment une équipe dédiée là, aux solutions environnementales qui peuvent vraiment convaincre des conseils qui sont décisionnels, convaincre d'abord leur chef de service, qui peuvent être un petit peu fatigants même, là, leur dire là, ce projet-là, il faudrait vraiment le présenter au conseil. Puis là, ça fait son petit bonhomme de chemin, puis bon, ça va jusqu'au conseil. Le conseil, il y a beaucoup de dossiers à traiter. Quand il arrive quelque chose de très convaincu comme ça, là, c'est ça, c'est quand même plus intéressant. Là. C'est plus facile à passer. Puis, tous les élus, moi, je suis horticultrice de formation, tout le monde a sa petite spécialité, là, son penchant et tout ça. Mais c'est vraiment beaucoup de dossiers. Donc, un qui est très bien préparé, avec quelqu'un de convaincu, qui est là depuis longtemps aussi, là, parce qu'on le sait, nous autres, c'est aux 4 ans, les élections, avec la chance, les fonctionnaires restent là plus longtemps, surtout quand on écoute leurs projets. Fait que oui, c'est un beau cheval de Troie, ça, les fonctionnaires là, à l'interne. Il faut vraiment les mettre dans les villes, puis qu'ils restent là, puis qu'ils déploient leurs projets. Là. Des fonctionnaires heureux. Des fonctionnaires heureux, oui, que c'est ça que nous, comme élus, on va vouloir mettre à l'intérieur de nos organisations. Là. La clé, c'est la passion. Oui, effectivement. C'est très convaincant, ça. Je pense que ça passe aussi par l'éducation, comme tu le disais. C'est que ces gens-là vont arriver dans les villes aussi.
Puis si on a été capable, je parlais de l'université tout à l'heure, mais dès le plus jeune âge, entre guillemets, à les embrigader, entre guillemets, là-dessus, mais en leur amenant ces valeurs-là, en les démarrant le plus tôt possible, bah, c'est sûr que ça va se refléter après. Je veux dire, on voit l'évolution entre rien que le recyclage des matières résiduelles. Il y a 20 ans, où il y avait un bac ou deux, même pas, et où c'était encore des sacs, et aujourd'hui, où on a 3 bacs, et puis bientôt peut-être plus. Là. Donc ça aussi, c'est toute la sensibilisation qui a été faite depuis des années qui paye que 10, 15, 20 ans plus tard. D'accord. Là, maintenant qu'on a parlé des forces, on va faire une belle matrice FFOM. Alors, nous avons parlé des forces. Le prochain dans cette énumération, ce sont les faiblesses, exactement. Donc, quelles sont les faiblesses des phytotechnologies au Québec? Il n'y en a pas. La question tabou. Bien, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui croient que l'implantation des phytotechnologies, c'est gros et ça coûte cher. Ah non, on ne fera pas ça, on n'a pas les moyens. Tu sais, je parle pour les plus petites municipalités, A5, les grosses municipalités. Il y a comme une espèce de tabou alentour de ça où on pense toujours que c'est des œuvres monstres, compliquées, et ils ne veulent pas s'embarquer alors qu'on pourrait réaliser des choses à plus petite échelle et tout aussi performantes. Moi, je le vois là, dans mes classifications, les petites municipalités. Ah non, on ne peut pas faire ça, on n'a pas les moyens. Oui, qui serait peut-être même... c'est une faiblesse qu'on ne valorise pas autant les services écologiques qui vont être livrés par ces infrastructures-là après pour justifier leur implantation puis leur entretien à long terme. Donc, la méconnaissance de la valeur économique des infrastructures naturelles, végétalisées, des phytotechnologies, ça pourrait représenter une faiblesse selon ce que tu décris. Ils ne savent pas la valeur ajoutée de tout ça. Comment on va l'apporter aux citoyens. Puis je pense que ça, c'est une faiblesse que l'on a. On communique mal. D'accord. Une faiblesse, Michel? Sans que ce soit nécessairement une faiblesse, mais peut-être un talon d'Achille, j'irais du côté de l'entretien, qu'on a parlé beaucoup, parce que si l'entretien n'est pas au rendez-vous, ça va avoir l'air du diable, puis les citoyens vont mal réagir par rapport à ça, et c'est tout à fait normal. Fait qu'en gestion de l'eau de pluie, on l'a vu avec plein d'ouvrages les premiers temps. C'est des conditions vraiment géniales pour les adventistes. Là, j'en parlais tantôt, les mauvaises herbes. Fait que c'est clair que les citoyens vont être rébarbatifs par rapport à ça. Fait qu'il faut que l'entretien soit au rendez-vous. Ou si l'entretien n'est pas au rendez-vous, mais on va concevoir des ouvrages en conséquence. Fait que ça, c'est la clé. Mais sans mettre la pression, évidemment, sur les municipalités, parce que le budget d'entretien, bien, il n'augmente pas. C'est ça. On met beaucoup de pression sur les villes pour avoir davantage d'espace vert, d'aller dans l'innovation et tout, mais les budgets d'opération n'augmentent pas. Ouais. On peut aller du côté des investissements, des immobilisations, ça c'est correct. Souvent, on parlait du fameux entretien 1 an, 2 ans, il est attaché avec l'immobilisation, avec l'emprunt que la municipalité a fait. Mais si on regarde seulement à courte vue, c'est rien qu'1 an qui est attaché. Fait que, oui, on pouvait peut-être l'augmenter, puis tantôt, je lançais comme idée, est-ce qu'on pourrait avoir un autre type de budget qui pourrait être des travaux, travaux correctifs, des travaux adaptatifs, je ne sais pas comment on pourrait les appeler, mais qui seraient attachés avec cet emprunt-là. Ça ferait souffler un petit peu plus les municipalités. D'ailleurs, il y a certaines municipalités qui ont commencé à attacher des professionnels qui embauchent à l'interne via ces budgets-là. OK. Fait que c'est rendu là, parce que sinon, une municipalité ne peut pas décider du jour au lendemain parce qu'elle a besoin de 10 professionnels de plus, d'augmenter les taxes de 30 %. Ça va crier. Le conseil ne sera plus là après 1 an ou 2. Tu as même des municipalités. Ah, je m'excuse, vas-y. Je vais rebondir, je vais en profiter sur ce que tu disais. Mais en fait, on en revient à l'acceptation sociale et peut-être au manque de sensibilisation et de vulgarisation actuellement au niveau de la population. Il n'y a pas, si vous regardez bien dans les gros projets que tu as pu faire ou qu'on a pu faire ou d'autres ont pu faire, combien il y en a sur lesquels vous avez une plaque explicative, comme il peut y avoir, hier on était à la biosphère pour un projet, on voit exactement, il y a une belle plaque explicative pour expliquer aux gens ce qui se passe. Mais c'est normal que si les gens ne savent pas ce qui se passe, ils aient des réactions, entre guillemets, normalisées ou stéréotypées, parce que habituellement c'est du beau gazon, vert, les parcs, puis on ne veut rien entendre de plus. Mais tant qu'on n'aura pas cette systématisation, entre guillemets, de la vulgarisation et de la sensibilisation, que ce soit au niveau du citoyen ou du décideur, même parfois, ben c'est là où, en fait, on manque notre coup, parce qu'on avait tout, en fait. Oui. Il nous manquait juste un lien
avec justement cette acceptabilité sociale. Et c'est là où on ne l'a pas fait. Donc il y a des points de faiblesse encore là-dessus. Et je pense qu'il y a eu tellement d'aseptisation à partir des années 70-80, il faut que ce soit le plus propre possible, le plus hygiène possible, etc. Et on le voit même avec d'autres problèmes connexes à ça. On ne rentre pas dans les détails, mais globalement, on revient un peu à quelque chose de plus équilibré. Mais les gens ne sont plus habitués à ça. Et donc là, encore une fois, il faut y retourner tranquillement. Merci. Une autre faiblesse? Mais je voulais juste faire du chemin sur ce que tu as dit. Par rapport au début, tu disais les plus bas soumissionnaires, on n'avait pas nécessairement, ils faisaient de la qualité puis moins. Mais quand c'est transféré à la municipalité, les horticulteurs, ils n'ont pas quelque chose de beau, là. Ils ont quelque chose qui est à moitié mort, il faut leur faire. Le budget, il n'est pas là. Et les horticulteurs en place, si c'est des anciens horticulteurs, ils ne connaissent pas les phytotechnologies, ils n'ont pas été éduqués là-dedans. Donc, il y a une mise à niveau, je pense, qui est à faire, puis qui n'est pas présente. Donc, ça, c'est une faiblesse là, que l'on a au point de vue du continuum. Merci. Donc, si vous suivez, on est dans notre matrice FFOM. On a fait les forces, on a fait les faiblesses, on est rendu à... Ouais! Qui veut rebondir sur les opportunités? Ben moi, je pourrais commencer, si vous voulez, en revenant un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des problématiques environnementales qui, aujourd'hui, sont peu, pas ou mal adressées. Et il y a des solutions qui existent au niveau phytotechnologique avec, certes, une échelle de temps qui est différente, mais quelque chose qui est doux, entre guillemets, qui n'est pas forcément, justement, très, très coûteux à mettre en place, mais qui est performant. Et donc, à partir de là, rien que sur cette base-là, je ne sais plus dans quelle... mais dans la mission de la SQP, on parlait de toujours se référer d'abord aux phytotechnologies avant de regarder le reste. Et donc, cette mentalité-là, en fait, devrait être de plus en plus transmise en disant on ne veut pas mettre des phytotechnologies à la mauvaise place. Donc, c'est pour ça de dire de considérer les phytotechnologies avant le reste. Ça ne veut pas dire qu'on en mettra partout. Ça veut juste dire qu'on va prendre le temps et faire le travail d'analyser correctement pour voir si on peut utiliser cette opportunité-là. Mais il ne faut pas tomber dans l'inverse non plus, de vouloir en mettre à outrance et de faire pire que mieux, en fait. Oui. Donc, d'autres opportunités? Je vais arriver du champ gauche avec la biophilie. Oui. Je trouve que c'est une opportunité vraiment très, très intéressante qui pourrait aider au déploiement des phytotechnologies, c'est clair. Bon, évidemment, c'est l'art d'aimer le vivant, c'est clair. La biophilie, on s'en sert dans les projets maintenant, particulièrement dans les parcs industriels, où on va implanter une trame verte, une trame bleue, mais dans le but de profiter des avantages que nous procure la biophilie. Donc, des avantages sur l'humain, sur les travailleurs, sur les gens les citoyens qui vont être aux abords de ces zones-là. Ça amène des avantages qui sont maintenant chiffrables. C'est ça qui est génial avec la biophilie. Fait on est capable de dire, bon, ben OK, on va avoir un taux de rétention qui va augmenter au niveau des entreprises. On va avoir une capacité d'attraction supplémentaire. On est capable même de chiffrer pour ce qui est de l'augmentation de la productivité, la baisse de l'absentéisme. Fait que c'est des avantages qu'on a à profiter et ça fonctionne bien. Fait que 6-7 projets qui sont en action en ce moment au Québec. Fait qu'on espère pouvoir faire le monitoring de tout ça puis d'arriver avec des chiffres qu'on pourra présenter peut-être dans 5 ans. Mais clairement, c'est quelque chose où l'acceptabilité sociale est là, ça c'est clair. Ne plus faire des ghettos d'asphalte dans nos zones industrielles parce que les entreprises ont de la misère à attirer du personnel, c'est clair. On a même été rencontrer un client qui nous dit j'ai des gens qui ont de la misère à recruter parce que les gens trouvent ça difficile sur l'heure du dîner d'aller marcher dans le parc. Fait, avec la rareté de la main-d'œuvre, les gens ont le choix. Fait que, tu sais, si j'aime pas ça, puis c'est plate, c'est dangereux de travailler là, bien, je vais aller travailler ailleurs. Oui. Il y en a de la job. Fait que, donc, on n'a pas le choix. Si on veut garder les entreprises sur notre territoire, on veut pouvoir attirer les meilleurs talents possibles. Bien, la biophilie est là un petit peu pour développer cette façon de faire-là, mais les phytos, on doit rentrer dans ça parce que partout, il y a des défis à intervenir dans les zones industrielles, là, c'est clair. Des gros défis, parce que la majorité des zones industrielles, on dirait qu'il y a une bombe qui est tombée dessus. Là. Puis, on a fait table rase de toute la végétation. Et comme il n'y a rien, mais c'est facile d'implanter. On n'a pas à détruire tout. Tout est déjà détruit. Tout est à construire. C'est à construire. Puis effectivement, d'aller travailler dans un environnement qui est « wow, c'est le fun »,
one, c'est toujours plus intéressant que de travailler en deux camions. Puis, c'est toujours plus intéressant. Ça, effectivement, je trouve que c'est un bon point. Mais aussi, lorsqu'on fait une réparation d'ingénierie, on refait une rue, on refait, je ne sais pas moi, un trottoir, mais d'utiliser cette opportunité-là pour dire, est-ce que je pourrais implanter de la phytotechnologie? Est-ce que je pourrais faire un stationnement écologique à côté? Est-ce que je pourrais faire une plantation d'arbres de rue pour diminuer les îlots de chaleur? Donc, d'utiliser cette opportunité-là, que tout est ouvert, là, il y a un gros trou, là. Donc, on pourrait-tu, en même temps, tout le monde, décider de s'en aller non pas dans le minéral, mais de s'en aller dans le végétal? Oui, belle opportunité. Mélanie? Oui. Bon, on parle des municipalités comme des donneurs D'ouvrage. ou des donneurs d'ouvrages. Les municipalités aussi, on va légiférer. Donc, c'est peut-être une opportunité là, du champ gauche là, pour les phytotechnologies. On peut légiférer sur les stationnements au public, mais aussi au privé. C'est-à-dire que nous, on a un nouveau développement chez nous, bien, ça ne sera plus des gens qui vont faire le tour du quartier pour faire de l'asphalte. Ce ne sera pas une entreprise qui va faire de l'asphalte, ça va être une entreprise qui va faire de la pose de pavés perméables là, dans ce quartier-là. Fait que, je veux pas, c'est le genre de petites choses qui changent à travers les actions que les municipalités peuvent poser là, avec leur législation. Et maintenant, la dernière lettre de notre matrice d'analyse débute par un M. Qu'est-ce que c'est? Ouh, les menaces. Ça finit pas bien, ça. Non, attends, c'est pas la fin, il y a un autre thème. Après, c'est la fin de la matrice. Puis il y a un autre thème qui s'en vient qui est pas mal plus joyeux. L'argent? L'argent, oui. Oui. Cette année, en plus, on sait que dans le système public, que ce soit la santé, l'éducation, les villes, l'argent, c'est pas facile. Non. Fait qu'on parle de déficit d'entretien des actifs dans les villes. C'est ça, l'entretien, oui, au niveau des phytotechnologies, c'est certainement un enjeu, mais de façon très globale, les bâtiments, les infrastructures souterraines, là, c'est super chiffrable. Là, les gestionnaires vont nous le dire, là ça n'a plus d'allure, il faut faire quelque chose, il faut les entretenir. Un petit peu plus difficile peut-être de dire qu'il faut entretenir nos phytotechnologies, c'est peut-être moins cadré et tout ça. Oui, c'est sûr que l'argent, là, ça nous pointe au bout du nez, là, les villes. Il y avait un article, là, une lettre ouverte de la mairesse de Longueuil, un feu de circulation à 1 million. Fait qu'à travers tout ça, les élus, ils doivent faire des choix. Fait que de rendre vraiment les phytotechnologies comme étant le principal élément sur lequel vous travaillez, ça peut être difficile, là, Ouais. menaçant. D'accord. Une menace? La plus grande, je pense, c'est le changement climatique. Là. C'est Ouais, clair, ça nous fait une pression vraiment d'enfer à concevoir ces différents systèmes-là. On a bien beau connaître un petit peu comment se comporte la pluie. Règle générale, on sait que nos fameuses chartes sont plus bien respectées parce que les épisodes sont vraiment très extrêmes. C'est plus régulier, c'est clair, mais concevoir un espace de biorétention, si je me tape une sécheresse de 21 jours d'affilée, on a bien beau prévoir Suivi de le 140 plus possible. mm de pluie dans une journée. Exactement. Fait que la pression des changements climatiques est vraiment, vraiment très, très forte. OK. Des menaces? Toujours, partout. Oh! Les menaces, elles sont plus au niveau du technique, c'est-à-dire de la réalisation souvent. C'est d'être capable de bien faire passer le concept entre la conception et la construction, où on se rend compte encore que, dépendamment de l'entrepreneur et de son niveau d'expertise et de précision, parce que, on ne va pas se mentir, sur des appels d'offres, ce n'est pas un entrepreneur en paysagement qui va prendre l'ensemble du mandat, ça va être un général qui va faire affaire avec un excavateur. L'excavateur qui arrive avec une pelle qui remplit la moitié de la salle, et quand tu lui dis, il faudrait que ça fasse 600 mm au fond et 2500 en haut, il regarde, il fait, un coup de godet, quoi. Je dis, ouais, un coup de... Non, mais non, en fait. Va m'en chercher une plus petite. Ouais, mais ça va être plus long. Oui, mais ça va être plus beau. Donc, beaucoup de menaces et d'enjeux de ce côté-là encore, malheureusement. Encore une fois, peut-être parce qu'il n'y a pas assez de projets, et ça va... Peut-être que dans 5 ans, je dirais... Ah non, c'est bon, ils ont tous compris comment ça marche, j'espère. Mais beaucoup de menaces parce qu'on n'est pas nécessairement dans les mandats des surveillances à temps plein. Et donc, on ne voit pas nécessairement si on ne leur a pas expliqué bien au départ ou qu'ils ne l'ont pas compris comme il faut. Oui. Parce qu'il faut bien comprendre que dans la réunion de démarrage, j'ai l'entrepreneur général avec moi, je n'ai pas tous ces sous-traitants. Non.
Et donc, quand je lui donne une information dont c'est 3% de son projet ou 5% de son projet, qui va, donc 5% de son attention, on va dire, qui va ensuite leur donner un autre excavateur, qui va le donner à son contremaître, qui va le donner à son gars de pelle, à un moment donné, effectivement, ça ne ressemblera pas à ce que j'ai mis sur mes plans. Hein. Donc, le jeu du téléphone est une menace dans la transmission des informations. Énormément. Et malheureusement, après, c'est que ce manque de budget, parfois, pour justement contrôler ça, parce que c'est quand même nouveau pour certains d'entre eux, ben, fait en sorte que ça nous dessert. Parce que parfois, ce n'est pas des gros changements qu'ils font. Ils veulent bien faire. On s'entend, il n'y a pas de mauvaise intention là-dedans. Mais il suffit qu'ils mettent une couche de géotextile au mauvais endroit et votre système, il n'infiltre plus. Et là, qui a fait la faute? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben là, si on avait mis juste des puisards et des conduites, on n'aurait pas eu ce problème-là. Ben oui, c'est bien plus facile. On canalise, tant qu'on ne voit pas le problème, on se dit qu'il n'existe pas, et puis c'est tout. Donc ça, c'est une des plus grosses menaces de notre côté entre la conception et la réalisation. Menace. Les promoteurs immobiliers, la densification urbaine. OK. Souvent, je vois des municipalités qui construisent des blocs, des blocs et des blocs. On met des blocs, on rajoute des blocs. Mais il n'y a aucun végétaux. Non, mais il n'y en a pas, c'est ça. C'est qu'on autorise la construction et la densification urbaine. Et tout simplement pour le mettre en beau, on va mettre 3-4 acers platoniques d'aise, puis quelques graminées Carl Forester. Puis là, on a dit, bon, ben c'est beau, là, on a mis du végétal, puis on va enlever les îlots de chaleur, ce qui n'est pas vrai. T'sais, alors ça, c'est une menace. C'est une menace qui est assez grande, parce que moi, je le vis dans une municipalité qui est à côté de chez moi, où la municipalité construit à outrance des blocs, mais il n'y a aucun végétaux alentour. Donc, d'avoir une imposition où tu bâtis, mais il faut que tu fasses de la phytotechnologie. Il y a certains promoteurs qui l'ont, mais ce n'est pas tous. Puis ça dépend. Là. Il y a des arrondissements qui commencent à implanter les coefficients de biotope à Montréal. Il y en a 2 déjà qui ont commencé à implanter ça, mais là, ça prend du transfert de connaissances, de l'éducation, tant que ce n'est pas connu, mais il faut arrêter de concevoir juste en béton. Là. Je ne sais pas si on parle de la même municipalité, mais si c'est dans la Naudière, c'est peut-être le cas. Ouais. C'est là. Je vis juste à côté. Donc nous, on a été impliqués de près ou de loin sur certaines choses. Et je te rejoins là-dessus parce qu'on s'est dit, mais à quel moment la municipalité s'est pas rendu compte qu'il y avait un déficit flagrant juste en bon sens on densifie, mais on dirait qu'en densifiant, on se dit, bah, on va en mettre encore plus par espace et encore moins de végétation, alors que par défaut, si on densifie, on est bien d'accord que si j'avais 10 maisons alignées et que j'en fais un immeuble, je pourrais avoir quasiment un parc autour. Et en fait, la problématique, c'est effectivement que les promoteurs aujourd'hui, je pense, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais ça pourrait être intéressant d'ailleurs qu'ils viennent se défendre, mais ils sont encore pris par l'économie, puis on peut le comprendre. Mais derrière ça, la municipalité, elle, on dirait qu'elle ferme les yeux et qu'elle dit « Ah bah oui, c'est bon, il n'y a pas de problème. » Puis c'est pas juste ça, c'est qu'ils permettent ce genre de choses sans espace vert, mais on pourrait aussi parler de la problématique de l'augmentation de la circulation, donc les infrastructures qui ne sont pas prévues pour non plus, etc., etc. Donc il y a vraiment eu à ce moment-là, il y a eu un trou d'air dans l'urbanisme. Je ne sais pas s'ils ont juste fermé les portes ou que la personne était absente, mais on sent qu'il n'y a pas eu de planification derrière du tout, malheureusement. Et heureusement, c'est pas comme ça partout. Hein. Mais vraiment, c'est des champignons, moi je dis, qui ont poussé le long de la rue. Oui, mais pas biologique, c'est ça. C'est des champignons en béton. Mais là, Mélanie lève le micro. J'ai l'impression qu'elle veut rebondir. Bien, il y a beaucoup de choses là, ici. Là. C'est sûr que la densité, à la base, ça vise justement à éviter des problématiques d'étalement urbain et finalement de se retrouver avec un milieu de vie qui est complet où est-ce qu'on n'a pas nécessairement à avoir de voiture parce que là, tout le monde est très près, peut aller travailler proche. Bon, je pense qu'on aimerait tout ça, mais dans la réalité, c'est vrai que finalement, ça se passe autrement, malheureusement. Chez nous, on vit ça ici aussi. On est dans la communauté métropolitaine de Montréal avec les objectifs qu'on a atteints en termes de densité et de milieu de vie complet. Puis le leadership, c'est sûr qu'il doit être pris par les villes. Là. Les promoteurs, si on les laisse, ils vont faire ce qu'ils veulent. Cela dit, c'est sûr que les promoteurs aussi, on veut qu'ils développent parce qu'il y a des enjeux de logement, comme vous savez, hein, c'est très complexe et tout ça. Il y a des enjeux d'abordabilité, donc plus ça va, plus les matériaux coûtent cher, plus les logements vont coûter cher.
plus il va falloir s'éloigner. Fait que là, finalement, on a une roue qui tourne, puis il faut essayer de s'en sortir. Mais bref, c'est sûr qu'à travers ça, la densité, les phytotechnologies aussi ont pris certaines. Je suis certaine qu'il y a quelque chose d'intéressant par rapport à ça aussi qui se développe. Il y a du positif là, aussi. Là. Puis, Juste en matière de ouais. densité, il faut penser que derrière ça, c'était pour combattre l'étalement urbain, parce qu'on était rendu assez champion là-dedans. Et c'est une bonne chose de pouvoir densifier l'urbain dans la mesure où les espaces naturels d'importance sont conservés. Parce qu'une belle banlieue avec plein de petits bungalows, puis que tout le monde a son petit arbre devant, d'un point de vue environnemental, c'est pas top. Mais j'aime mieux qu'on ait des zones urbaines assez denses. Puis oui, on aura à travailler sur davantage de toits végétalisés et autres, mais il faut que les espaces naturels d'importance, on les garde et qu'ils soient reliés entre eux. Il faut qu'on ait des corridors écologiques entre ces grands espaces-là. Puis là, soudainement, on se ramasse avec une trame qui a de l'allure, même si on a de la densité à l'interne. Il y a un autre point sur lequel je voulais intervenir, c'est que du côté des municipalités, évidemment, vous dépendez la taxation. Vous dépendez des revenus fonciers. Fait que plus le promoteur va arriver et va en mettre du condo, bien, plus ça va être rentable. Tout à fait, pour. oui. Ben oui, fait qu'il va falloir qu'on ait ce discours-là au niveau de l'ensemble du Québec, de dire, bon, bien, pour les municipalités, les revenus, est-ce que c'est juste l'impôt foncier ou ça peut être d'autres choses? Je pense qu'il va falloir avoir ça parce que sinon, c'est de mettre beaucoup de pression sur les élus. Là. Oui. Je pense qu'il y a Absolument. un équilibre aussi à aller chercher, parce que c'est sûr que dans le cas où on parle, je pense qu'on parle du même vraiment, il n'y avait rien et ils ont mis vraiment on aurait dit vraiment un développement de maisons, mais à coût d'immeubles, à coût de 10, 12, de 16, 32 logements, etc. Et là où je regrette, si tu veux, c'est que il y a des solutions. Tu sais, tu parlais de toiture végétalisée ou de choses comme ça, et il n'y a pas eu ce levier que la municipalité avait en disant, ben oui, je vais te fournir un terrain, et oui, je vais pouvoir te permettre et te fournir même l'accès à l'eau, les réseaux, etc. Mais en contrepartie, ce monnayage-là n'a pas été fait, où elle aurait pu justement exiger certaines exigences justement au niveau du verdissement, de l'espace, du pourcentage végétal. Je pense qu'on est à moins de 10% de végétal sur ces projets-là. Mais là, on a parlé des forces, des faiblesses, des contraintes, des menaces. Et le dernier thème que j'aimerais aborder de façon plus formelle avec vous, avant d'ouvrir le micro pour qu'on ait un dialogue collectif ensemble, donc commencez à penser vos questions, vous rapprocher du micro si vous le souhaitez. La dernière thématique sur laquelle je voulais glisser en conversation comme ça ici à l'avant, c'était les succès collectifs. Alors, on a parlé de choses qui ont plus ou moins fonctionné, de projets qui peuvent avoir dérapé, d'opportunités qu'on a manquées, qu'on n'a pas saisies, mais il y a des succès. J'aimerais penser, dans votre domaine d'expertise ou dans votre municipalité ou dans les projets que vous avez vus, connus, touchés, gérés, le plus grand succès qui a été collectif, ou est-ce que vous vous dites « Ah, wow, là, ça a vraiment bien fonctionné », prenez une minute pour nous le décrire. Et c'était quoi le secret, la clé de voûte de ce succès collectif? C'est une bonne. Tu étais prête? Vas-y. Ah, ben, écoute, moi je pense que les plus gros succès collectifs reviennent de prime abord à une communication efficace et une vision commune et alignée entre tous les acteurs. Ça, si je regarde les projets qui ont bien été, tous les acteurs voulaient aller dans le même sens, et je pense que c'est ça la base en fait pour avoir un succès. Après, il y aura toujours des enjeux, mais en bout de ligne, si c'est clair au départ, puis on a beaucoup parlé ce matin, c'est ça qui est intéressant, et si les choses sont claires au départ, que chacun sait ce qu'il a à faire, mais qu'il ne fasse pas ça dans son coin justement, et qu'il le fasse tous ensemble, ben, la majorité des succès que nous on a pu voir, c'était avant tout que il y avait un support entre les différentes disciplines et les acteurs, plutôt que de dire « Ah, mais ouais, mais moi, soit ça passe là, fait que vire-moi ton arbre parce que justement, ils arrivaient trop tard. » On arrivait trop tard, chacun faisait son plan dans son coin, et là, c'est l'enfer. « Ah, ben là, j'ai plus le temps, j'ai plus de budget, j'ai plus ci, j'ai plus ça. » Fait que démarrer en amont, ça a été ça, le plus en amont possible, avec le plus de professionnels possible, et puis garder cette communication et cette vision commune, en se mettant d'accord dès le départ que l'objectif, c'est d'avoir
l'aménagement le plus beau. Puis nous, on a l'habitude de dire, pour la gestion des eaux pluviales, par exemple, c'est que le plus bel aménagement de gestion des eaux pluviales qu'on peut faire, que ce soit dans un parc ou ailleurs, c'est celui qui ne se voit pas. C'est celui où vous allez vous balader dans le parc et vous jamais, à un moment, vous allez vous dire, tiens, je suis dans un bassin de rétention. Tiens, je suis dans un... Après, il peut y avoir de l'éducation derrière, mais que les gens, de prime abord, ne soient pas au courant. Ils sont sur une aire de pique-nique qui pourrait s'inonder, mais comme je l'ai déjà dit... d'être au courant. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois à certaines réunions, les gens m'ont dit, mais s'il pleut, les gens, ils vont se noyer. Non. J'aurais dit, c'est assez rare de trouver des gens qui font des pique-niques quand il pleut, mais éventuellement, on va y réfléchir. Merci. Mais ça fait réagir Michel quand on a dit les plus beaux succès, ce sont ceux qui sont tellement bien intégrés qu'on ne les voit pas nécessairement. Puis là, j'ai vu ton côté artistique qui s'est manifesté, puis il y avait quelque chose derrière tes yeux. Là, tu voulais nous partager. Oui, c'était pas tant côté artistique. Non, tout à fait d'accord avec toi. J'irais avec un projet. Oui. Plus concret, projet Bonaventure qu'on a fait il y a quelques années, qui était donc à Montréal, autoroute surélevée qu'on a démolie et décontaminé les terrains pour aménager 4 espaces verts qui sont un à côté de l'autre, avec intégration d'œuvres d'art et tout, gestion de l'eau de pluie. On conserve 80% de l'eau de pluie qui tombe. Ah oui. On la garde in situ sur notre terrain, dans des jardins de pluie. Mais le projet est allé chercher la certification SITES, qui est un peu l'équivalent de LEED, mais pour l'aménagement extérieur. C'était le premier projet certifié SITES 2.0 au Canada. Mais SITES amène à diffuser l'information. Tu dois avertir tes fournisseurs, tu dois avertir les personnes qui vont soumissionner sur le projet de tes intentions d'aménagement, qui sont évidemment assez portées sur l'écologie, et aussi d'aviser le public. Donc, plus les ouvrages de gestion de l'eau qu'on faisait étaient visibles et étaient expliqués, plus on gagnait de points. Ah, OK. Donc, pour sensibiliser le public, c'est vers ça qu'on s'en va. Et c'est clairement, vous voyez, ça contribue. Il y a une fonction écologique derrière et t'explique tous tes calculs de captation de l'eau et de CO2 et tout. Fait que c'est une approche qui est vraiment, vraiment géniale. Et ça demande beaucoup de temps. C'est une certification qui est relativement facile à obtenir, mais il faut que tu sois en ligne avec des objectifs qui sont ambitieux dans ce domaine-là. Fait que c'était juste la petite différence par rapport à ce qu'Hugo amenait. Là, c'est de pouvoir le démontrer, mais il faut que ça soit intégré, il faut que ça soit beau, c'est clair. Mais de pouvoir le communiquer, l'intention qui est derrière pour faire progresser les connaissances. D'ailleurs, c'est magnifique ce qui a été fait à cet endroit-là. Puis, tu vois, je n'étais pas au courant des fonctions qui étaient intégrées à l'intérieur de cet espace-là. Puis, ça me réjouit de l'apprendre parce que quand on emprunte ce tronçon de route-là, maintenant, c'est nettement mieux que l'autoroute surélevée. D'ailleurs, si on était capable un jour de peut-être faire ça avec l'autoroute métropolitaine, le projet de Métropoline, là, ça pourrait être assez intéressant. Un petit Highline à New York, à Montréal. Au niveau des succès collectifs? Bien, je peux peut-être vous parler là, de celui là, auquel je pense. Là. Bien, dans notre cas, on a une ville de 8 500 habitants. On va passer à 11 500 avec un nouveau développement densifié, mais je n'habite pas dans la Naudière, par exemple. Puis, je crois bien qu'on est à 30 là, d'air, d'espace vert là, dans ce cas-ci. Puis, bon, ben, le projet venait avec un projet de réaménagement d'un cours d'eau, de réhabilitation d'un cours d'eau et de création de milieux humides là, à travers tout ça. Puis, c'est certainement la fierté de tout le monde, tous les partenaires à travers ce projet-là, que je trouve qui est un succès. Là. Puis, ça se travaille, là, veut pas, là, la fierté. C'est-à-dire que, on parlait des silos. Bon, mais dans une municipalité, il y a tous les services. Puis, au départ, je pense que c'était un projet qui n'était pas nécessairement connu de tous. Et puis, avec le temps, bien, on a mis de l'effort au niveau des communications. On a cru comprendre que ça serait une bonne chose que tout le monde le sache, hein, qu'il y a ce projet-là. Puis, on développe une certaine fierté là, avec un projet qui est, somme toute, assez innovant. Et puis, c'est ça. Puis, peut-être, petite fierté personnelle, bien, je suis allée voir récemment, puis j'ai entendu des grenouilles. Alors, j'ai trouvé ça très, très cool. Super! C'est un beau succès. Projet d'intégration multigénérationnelle. Donc, c'est un ancien dépotoir. Déjà, on part très mal.
hein. On avait un dépotoir avec évidemment un sous-sol qui n'était pas très agréable, mais réimplantation de la gestion différenciée, installation d'agriculture urbaine en bac, jeu de pétanque pour les personnes âgées. Ils ont mis la maison des jeunes à l'intérieur de ça. Wow. Ils ont refait la rue avec des prix fleuris, réutilisation des gazons écologiques. Donc, on travaille beaucoup sur l'écologie, l'environnement, avec les différentes strates de la population. Pistes cyclables qui passent à travers, alors que c'était une zone dégradée qui était complètement inintéressante, en bordure de rivière en plus, imaginez. Donc, ça, je trouve que c'est une belle intégration, c'est du positif. Pour l'acceptabilité sociale, parce que là, ils le voient non pas comme un parc standard traditionnel, mais plutôt un parc écologique évolutif. Puis tranquillement, on intègre certains éléments de phytotechnologie à l'intérieur. Donc, au fur et à mesure qu'on va en faire ailleurs, on va dire « Ah, c'est comme là-bas, c'est le fun, c'est cool. Donc, je pense que ça, c'est un beau point positif d'ajout dans une municipalité. Vraiment. Pas dans la même municipalité de la Naudière, là. Non. C'est celle d'à côté. Là, on fait de la Ils font des belles compétition choses entre les aussi, là, on municipalités. s'entend. Là, c'est pas... C'est pas que des affaires LED, là. Bien, c'est très bien tout ça. Donc là, juste pour rappel, on avait notre panel d'experts ici qui nous a parlé de coopération et innovation, unir les forces pour un succès collectif. On a abordé plusieurs des thématiques d'intérêt qui s'articulaient dans ce panel-là. Et ce matin, j'ai senti qu'il y avait plusieurs gens qui avaient des questions, qui étaient curieux, qui voulaient interagir avec les gens sur les groupes de discussion. On n'a pas toujours eu le temps de le faire. Là, j'aimerais prendre le temps d'ouvrir le micro. Je vois déjà, Chloé était déjà debout en arrière. Alors, outre Chloé, ceux qui viendront prendre le micro, si vous voulez bien vous présenter, parce que de toute façon, on a tellement les lumières fortes d'en face ici qu'on ne vous voit pas le visage, même si vous êtes illustre, connu, célèbre. Alors, Chloé, je te laisse faire ton intervention. Oui, bien merci. Merci beaucoup au panel. Puis j'ai dû quitter à quelques reprises pour prendre des appels, donc j'espère ne pas vous faire répéter. Mais ma question, c'est spécifiquement justement en lien avec les différents acteurs. Je pense qu'il y a deux volets à ma question. Un qui va toucher plus Christian et Madame de la Ville d'Ottoman Park, je m'excuse. Et une autre qui va toucher plus Hugo et Michel. Donc, il y a deux groupes que je trouve que des fois, c'est plus difficile d'aller chercher pour amener à travailler en collaboration, pas parce qu'ils ne veulent pas collaborer aucunement, mais c'est difficile de voir qu'est-ce qui les aiderait, qu'est-ce qu'ils auraient besoin comme outil, c'est quoi leurs freins, etc. Puis c'est plus difficile d'entamer la discussion avec eux. Donc, encore une fois, pas du tout par un manque de volonté, je pense. Le premier, je trouve que c'est les gens qui sont en réalisation de projets, donc que ce soit les entrepreneurs généraux, les paysagistes et tout ça. Et moi-même, je travaille chez Québec Vert qui travaille avec les paysagistes et j'ai de la difficulté à parler à des gens qui sont sur le terrain, qui font des projets. Michel, ce matin, tu mentionnais qu'il y a des entreprises de paysagement qui sont spécialisées dans les phytotechnologies. Il y en a encore très peu. Donc, ça serait quoi votre recommandation pour, ou comment vous voyez l'avenir pour inclure davantage ces professionnels-là dans la mise en place des phytotechnologies. Et de l'autre côté, les municipalités il y en a plusieurs qui sont très sensibilisées, il y a des façons, mais quand on rentre dans le technique et tout ça, des fois, ça devient difficile. On dirait que je cherche encore comment aller accrocher cette catégorie d'acteurs-là, puis j'étais curieuse d'avoir vos avis. Merci, Chloé. Qui souhaite réagir? Michel? Je vais suivi de peut-être y aller Christian? en premier pour ce qui est des entrepreneurs spécialisés dont tu mentionnais. Il y a l'Association des paysagistes professionnels du Québec, avec qui je me suis impliqué une couple d'années parce qu'ils ont leur concours d'excellence pour les prix en aménagement. Je trouvais que c'était un canal vraiment génial pour que, justement, entre concepteurs et réalisateurs, qu'on se parle. Ça s'est fait, mais on n'avançait pas à la même vitesse, c'est clair. Je pense que le potentiel demeure là. Ça serait des gens qu'on pourrait rencontrer et tenter de faire justement des ponts, parce qu'ils se sont dotés, entre autres, de façons de faire en sorte que tout le monde avance, puis ait des bonnes façons de procéder, des bonnes façons de faire des travaux de qualité, de penser un petit peu plus au développement durable et tout. Fait que ça a progressé, peut-être pas assez vite à mon goût, je suis toujours trop pressé, mais on pourrait continuer ce dialogue pour tenter, avec ce groupe de spécialistes, de pouvoir faire avancer les choses. Puis on pourrait peut-être même rêver un jour d'avoir une licence d'entrepreneur
comme il y en a pour les systèmes de traitement d'eau usée autonomes, d'avoir une licence d'entrepreneuriat spécialisée en phytotechnologie. Je ne pense pas que ça sera demain matin, mais pourquoi pas après tout, parce que c'est tellement spécifique, ça demande tellement c'est pas tellement des compétences techniques au niveau de l'appel ou quoi, c'est vraiment une manière de penser les choses et de comprendre les phénomènes qu'on veut réaliser avec les phytos, en fait. C'est un label, en fin de compte, c'est d'avoir un label spécifique pour certains paysagistes. Mais pour aller plus bas que ça, c'est la formation initiale. La formation des paysagistes est encore à faire du pavé uni. OK, puis fait des murets. On travaille très On met peu du avec... Roundup là-dessus pour Ouais, enlever c'est les ça. mauvaises herbes. Le Roundup, on ne pourra plus en mettre. Mais tout ça pour dire qu'on n'a pas encore, dans la formation initiale, fait la promotion du pavé perméable, travailler avec des sources qui sont écologiques, de travailler sur la réalisation des offres de phytotechnologie. Que si au départ, à la formation initiale, ces paysagistes-là vont devenir membres de l'Association des paysagistes du Québec. Donc là, on va avoir des expertises. Et si en plus, on met un label sur ces gens-là qui ont une spécialisation, mais là, on vient de chercher encore plus de professionnels qui sont en mesure de réaliser ça avec une connaissance. J'ai une évidemment. sous-question. Les paysagistes sont-ils tous formés par une formation professionnelle ou n'importe qui peut être paysagiste? Désolée de mon T'as-tu une ignorance. autre question? Les paysagistes professionnels sont tous formés, mais il y a encore des Joe Pick-up. Ça répond à ta question? D'accord. On a quelqu'un d'autre qui semble se lever et vouloir rejoindre le micro. Alors, merci de vous présenter avant d'adresser votre question. Patrick Aymon. En fait, je vais répondre un peu, Christian, à l'histoire des paysagistes professionnels. Étant un entrepreneur en aménagement paysager une bonne partie de ma carrière, puis j'ai eu une conversation avec des gens de la PPQ il y a environ quelques mois. Moi, en tant que membre de la SQP, puis en tant qu'enseignant d'aménagement durable, j'aimerais ça être capable d'avoir des documents normalisés, avoir des documents qui me guident pour pouvoir enseigner quelque chose qui est écrit quelque part, qui a des écrits. Et la réponse que j'ai eue, en fait, les BNQ, qui sont présentement la norme de la PPQ, ont été écrits par un petit groupe très serré d'anciens de la PPQ. Et la PPQ a pris ça en charge maintenant, puis c'est à l'interne qu'ils font cette régie-là. Le dernier qui a été écrit, c'est îlot de chaleur. Îlot de chaleur, c'est juste un survol dans les BNQ. Et pour avoir des normes pour les phytotechnologies, on m'a répondu carrément, il faudrait que j'investisse environ 100 à 150 000 $ par cahier de normes. Donc, j'ai dit comment je fais pour enseigner si je n'ai pas de normes. On m'a dit, il y a des écrits un peu partout, fouille un peu partout, puis trouve ça. Fait que moi, je posais la question, comment qu'on pourrait, entre les chercheurs, entre les architectes, les ingénieurs, être capable de faire des documents qui sont normalisés pour qu'on puisse effectivement avoir des entrepreneurs paysagers qui travaillent avec des documents officiels qui disent c'est comme ça qu'on fait les choses et non de bouche à oreille. Donc, l'année prochaine, il faudrait inviter quelqu'un du Bureau de normalisation de Québec ou de l'ISO pour venir nous aider à développer des normes au niveau des phytotechnologies. Moi, je vais tenter de vous répondre un petit peu. Il y a effectivement des choses qui ont été présentées précédemment avec quelques guides, etc. Sur le volet des phytos, je me méfie toujours des normes. Parce qu'une norme va peut-être enfermer certaines choses, alors qu'un guide ou des fiches techniques ou des fiches pratiques vont à la fois être évolutifs, ne sont pas réglementés en tant que tels, mais amènent justement un maximum de bonnes pratiques et permettent une flexibilité aussi dans l'évolution et dans l'enseignement. Parce que si on dit, il faut que ce soit entre 3 et 5, mais on sait pertinemment que ça peut fonctionner entre 2 et 7, mais que la norme nous enferme entre 3 et 5, on vient diminuer le domaine, on vient vraiment enfermer le domaine dans quelque chose qui peut être très ouvert, dans une petite boîte, tout ça parce qu'on a voulu une norme et on sait tous que les normes sont précises, mais surtout restrictives pour éviter un maximum de risques. Donc il y a toujours cette dichotomie à faire attention, surtout dans un volet phyto où la biologie est prépondérante. Oui, puis la norme, elle n'évolue pas au même rythme que l'extérieur va évoluer. D'ailleurs, un des problèmes majeurs, c'est que les formations initiales sont écrites il y a quelques années avec une mentalité d'époque, mais elles n'évoluent pas, elles ne changent pas. Donc, nous, on doit enseigner ce qui est prescrit par, évidemment, le programme, mais on n'est même plus là-dedans. Ces plantes-là sont même plus disponibles, ou ainsi de suite. Donc, on est un peu pris entre... l'arbre et l'écorce, là.
Oui, c'est ça. Pour être capable d'arriver à... Tu sais, les phytotechnologies, ce n'était pas prévu au programme ministériel, ça. Là. Non, c'est ça. C'est ça. Fait que là, il y a comme une réforme à faire. Puis effectivement, je suis d'accord avec toi, plus un feuillet, un livret qu'une norme. Malgré qu'une norme, parce que dans les recommandations que j'ai reçues, souvent c'était on n'a pas de réglementation, on n'a pas de normes, on ne sait pas où on s'en va. Les inspecteurs municipaux vont faire l'application de la réglementation, mais s'il n'y a pas de réglementation, ou si la réglementation de la municipalité A est différente de la municipalité B ou de la municipalité C, on a un problème. Donc, pour répondre à vos deux questions, là, c'est sûr qu'il faut que dès le départ, la formation initiale soit là. Tu dis qu'il y a des choses qui arrivent de Pierre Jean-Jacques, mais l'université Wikipédia, là, il faut que ça soit solide aussi. Il ne faut pas que ce soit de n'importe quoi pour bien former les gens. Et si toi, tu le formes de cette façon-là, il faut que toutes les autres écoles qui vont former les paysagistes aient la même base. Sinon, ben, on ne change rien. Là. Il y en a qui vont dire oui, l'autre va dire non. Mélanie avait levé son micro. Oui, bien, c'est sûr que je vois l'enjeu par rapport à des normes très strictes dans un secteur où est-ce que c'est beaucoup plus nuancé que du béton, là. Ça reste que les villes sont friands de normes et puis, de règlements. Des plus petites villes aussi n'ont pas nécessairement une équipe derrière pour faire la part des choses. L'intervenante Chloé l'a mentionné tout à l'heure, à qui se référer à l'intérieur d'une ville qui a une expertise technique. Bien, souvent, c'est le directeur technique qui fait à peu près tout, là, qui va faire des infrastructures souterraines puis des bâtiments municipaux, qui va se retrouver finalement avec le projet de phytotechnologie. Là. Fait que c'est sûr que lui, de pouvoir se fier sur des normes, c'est vraiment rassurant. Là. Fait que ça peut faire une grosse différence. Puis, je semble vouloir dire que je ne suis pas d'accord avec le fait que des fiches, c'est une bonne chose, c'est un début, mais ça pourrait être intéressant. C'est complémentaire. Oui, effectivement. Oui, tout à fait. Michel. Il y en a une que j'aimerais pointer un petit peu. Il y a la norme sur la biorétention, norme canadienne CSA, qui est en révision en ce moment. Donc, ma collègue Mélanie, je ne sais pas si elle est arrivée, si elle est dans la salle. Fait que Mélanie, il travaille, non. Il travaille en ce moment, fait que c'est quelque chose qui va être à regarder. Puis là, c'est pan-canadien, fait que donc il y a une belle révision qui est en cours. Là. Mais en fait, ce que je soulignais, c'est qu'on parlait d'entrepreneurs certifiés, mais eux, ils sont alignés avec les normes des BNQ, puis c'est leur façon de faire. Puis la formation qui est donnée en aménagement paysager est basée sur ces normes-là aussi. Donc, ceux qui sortent des écoles, soit collégiales ou professionnelles, ils sont orientés vers ces normes-là. Puis ces normes-là, ils ne sont pas axés vers les phytotechnologies, ils sont axés sur du inerte. Ils ont, oui, des normes sur les végétaux, mais c'est des normes de plantation. Il n'y a rien qui met là-dedans. Puis peut-être, dans ma suggestion, c'est éventuellement, si on veut amener les entrepreneurs à faire des phytotechnologies, il faudrait qu'il n'y ait pas des normes, mais des fiches techniques, mais de pouvoir diffuser ça dans les centres de formation, que ce soit collégial ou professionnel, pour qu'ils puissent développer cette expertise-là à côté, nécessairement aller directement vers les normes. C'était un bon commentaire. Il nous reste deux questions, je crois, dans le fond de la salle. Juste ensuite, pour finir on fera un là-dessus, tour si ça pour, peut vous rassurer, oui. le ministère de l'Environnement, pour tout ce qui est traitement des eaux usées, ils n'ont pas de normes, c'est un guide. Et ils se réfèrent toujours à ce guide-là quand ils font l'analyse des dossiers qu'on dépose. Donc, un guide a assez de puissance et de force, entre guillemets, pour pouvoir être enseigné, parce que ce qui est dans le guide est également enseigné à l'université. Oui. Donc, c'était deux interventions à l'arrière, puis ensuite, on commençait à réfléchir, après les réponses aux questions, à vos interventions pour faire un mot de la fin. Donc, allez-y. En fait, moi, c'était plus un commentaire, parce que quand on parle de normes, il y a justement les normes CSA. Parce que moi, c'est Francine Dubois, je suis architecte paysagiste retraitée de la Ville de Montréal. Puis, c'est ça, les normes de CSA, bien, on les applique aussi à la Ville de Montréal. Et il y a plusieurs guides quand même qui existent, qui ont été faits par le ministère de l'Environnement sur l'aménagement des stationnements pour combattre les îlots de chaleur. Fait que quand même, il y a des bons guides qui existent, puis il y a la norme CSA. Merci. C'est juste apporter ce commentaire. Je peux y aller? Oui. Alors, puis on va prendre le temps de prendre Sixtine, vu que c'était une intervention brève. C'est bon. Oui, Francine, c'est ma collègue qui est partie à la retraite. Moi, je suis Guy Trudel, son collègue dans la même équipe. Je ne suis pas encore à la retraite. Bientôt. Mais j'aimerais ça faire un commentaire parce que tout ce que vous avez dit nous touche directement. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez dit.
Puis là, j'aimerais ça donner mon point de vue par rapport personnes qui travaillent à la Ville de Montréal à l'interne. On vous écoute. On sait que la Ville, c'est un grand tout. La Ville de Montréal, c'est un grand tout. J'imagine que les citoyens ne savent pas du tout dans quel environnement on travaille. Mais j'aimerais donner un exemple concret de quand on parle de coopération et d'innovation, unir les forces. Ça s'applique aussi à la Ville de Montréal, malgré ce que vous pouvez en penser, et avec les contraintes avec lesquelles ça vient. Et je suis le premier à faire la promotion des phytotechnologies, des IVD. Et l'exemple que je veux vous montrer, c'est avec l'équipe Infraverte, la nouvelle équipe Infraverte qui est installée dans le service de l'eau à la Ville de Montréal depuis les 5 dernières années. On a progressé à une vitesse, la vitesse de la lumière. Et ça doit être souligné. Et le meilleur exemple de ça, c'est la mise en place des espaces publics résilients, qu'on appelle les parcs éponges ou les espaces résilients. Et le meilleur exemple, c'est le Fleur de Macadam, et que je pense que tout le monde connaît là, dans le plateau Mont-Royal, qui est un projet local qui a été mené par l'arrondissement du plateau Mont-Royal, dans une équipe qui a quand même une historique d'espace là, non permanent qu'on a rendu permanent. Et aujourd'hui, avec les citoyens et avec l'apport de toutes les personnes, y compris l'École bleue, les horticulteurs, les équipes en jardin, parc et jardin, et aussi même, moi je suis du Central, donc j'ai participé à ça aussi avec d'autres collègues, les collègues aussi de l'externe aussi, là, je ne nommerai pas tout le monde. Et ça, c'est un exemple qui doit être souligné. Puis je dis tout le temps qu'à la Ville de Montréal, on est mauvais en communication. Donc là, c'est moi qui fais ça. Et l'idée aussi même du parc éponge que la mairesse avait donné en juin 2024, l'année dernière, pour le parc à Verdun, le nouveau parc qu'on va faire à Verdun de 1000 mètres cubes. C'est le plus gros parc qu'on va faire jusqu'à maintenant. Puis là, il y a déjà 20 autres projets de parcs résilients à Montréal. Donc, le projet de l'idée du parc de la Ville éponge, du parc éponge, vient de nos équipes, en fait. C'est nous qui, à la base, remontons l'information pour qu'elle soit diffusée par ceux qui sont les élus ou les directeurs généraux. Donc, l'idée du parc Fleur de Macadam, c'est le meilleur exemple de l'intégration des phytotechnologies, donc des infrastructures vertes à Montréal. Et je pense que ça doit être souligné. Les citoyens sont... À chaque fois que je passe à côté, il y a toujours du monde, que ce soit le matin, l'après-midi ou le soir. C'est un succès en tant que tel. Puis je pense que ça va se perpétuer avec tout ce qu'on met en place pour la résilience de la Ville de Montréal et de toutes les municipalités au Québec. Bien, merci de souligner cet exemple-là, parce que je le rappelle, j'ai parlé tout à l'heure du discours d'ouverture de la mairesse Plante au Sommet Climat cette semaine à Montréal, puis ça me rappelle un peu les interventions que tu as faites tout à l'heure. Elle a dit, à partir du moment où on m'a convaincu que ça nous prenait des parcs éponges, qu'il fallait aller vers là pour la gestion de l'eau, eh bien, je me suis tournée vers mon service de l'eau et il y avait des fonctionnaires qui avaient déjà tout bien emballé. L'expertise était là, tout le monde était prêt. À partir du moment où les politiques se sont réveillés et ils ont dit « oui, on va aller vers ça », bien, il y avait déjà les fonctionnaires qui étaient tous déjà bien alignés pour faire avancer les projets dans cet exemple-là. On était là. Hein? On était là. Oui. Félicitations. Mais je pense que c'est un exemple où les communications ont bien fonctionné dans ce cas-là. Tu sais, quand la mairesse en parle, c'est qu'on règle un problème. Ces parcs-là ont une autre fonction que d'être juste un espace vert. Fait qui peut, dans la population, s'objecter contre ça? C'est ça. Vas-y, Sixtine. Et justement, là, je vais rebondir entre ce que vient de dire Guy et ce que vous avez dit. Moi, il y a un seul élément où je ne suis pas forcément d'accord avec vous, c'est lorsque vous avez parlé des menaces. Vous avez dit les menaces, les changements climatiques sont des menaces. Moi, je vois personnellement le changement climatique comme une opportunité. Peut-être que je suis un peu trop opportuniste, mais je le vois parce que je prends à nouveau l'exemple de Montréal, mais en l'espace, Marie Duguay, l'année dernière, qui avait présenté à la SQP, avait dit qu'en l'espace de 3 ans, il y avait eu 5 pluies centenaires qui étaient tombées. Puis ça génère des problèmes, ça fait réveiller, on va dire, les municipalités, ça fait réveiller les citoyens, et ce qui fait qu'on avance comme ça, puis on essaie de trouver des solutions. Donc,
moi, c'était juste mon point de vue là, c'est que je vois les changements climatiques comme une opportunité. Merci, c'est quand même bien de le voir du bon côté. Oui, tout à fait, parce que ça amène à l'innovation de plus en plus. On ne peut pas s'asseoir sur nos lauriers et dire, bon, ben voici, dorénavant, la gestion de l'eau de pluie, c'est juste comme ça. On doit constamment se réimaginer. Fait que, oui, à l'interne, pour nous autres, c'est une opportunité aussi, mais dans la conception, quand on avance en fonction des budgets qui sont disponibles, là, oups, OK, oui, mais dorénavant, il faut en prévoir plus, il faut prévoir un peu plus grand. Fait que, donc, c'est une certaine menace dans le statu quo, si tu veux, au niveau des projets, mais clairement, pour l'innovation, sinon, c'est une opportunité. Donc, tout à fait d'accord. Michel, est-ce que c'était ton mot de la fin ou tu veux ajouter quelque chose? C'est très bon comme ça. Super. Hugo. Merci de le proposer, les changements climatiques. Phytotechnologiquement parlant, les changements climatiques sont certes dommageables pour plein de choses, mais nous offrent une opportunité folle aujourd'hui d'avoir des aménagements qui n'étaient pas possibles peut-être il y a 20 ans ou 30 ans au Québec, avec des phytotechnologies encore plus performantes et encore plus efficaces. Et pour vous donner un exemple, les marais filtrants verticaux, qui ont toujours été bannis parce que ça va geler, ça va geler, ça va geler. Au mois de novembre, j'ai rencontré une équipe albertaine qui a fait un marais filtrant en Alberta. Il fait moins 40 là-bas et ça marche. Donc, ça veut pas, malheureusement, les changements climatiques peuvent être dommageables d'un côté, mais ouvrent effectivement, je trouve, plein d'opportunités et nous poussent, encore une fois, à trouver de belles solutions. Et les phytotechnologies font partie des solutions. Merci. Belle parole. Oui, bien, toujours sur le même sujet, là, comme mot de la fin, oui, les changements climatiques comme une opportunité, en tout cas, une opportunité aussi d'acceptabilité sociale, si on veut, là, parce qu'en 3 ans, c'est sûr qu'on les a vus, là, les impacts, ça s'ajoute à chaque année. Fait qu'en 3 ans, là, je suis élue depuis 3 ans, puis je vois vraiment la différence dans la mentalité des gens, là. OK, oui, maintenant, là, c'est rendu effectivement là, qu'il faut ces parcs éponges-là, là, puis on ne pourra pas y échapper. Fait que c'est ça c'était là 3 ans, ça l'a changé. Là, maintenant, j'ai hâte de voir là, dans les prochaines années qu'est-ce que ça va donner. Là. Christian? Moi, ça va être des mots. Collégialité, éducation, information, collaboration. C'est par ces mots-là qu'on va arriver à avancer. C'est le défi qu'on doit relever pour les prochaines années. Merci. Donc, je rappelle nos intervenants aujourd'hui. Nous avions Mme Mélanie Villeneuve, mairesse de la ville d'Otterburn Park et présidente du conseil d'administration des Fleurons du Québec. Monsieur Hugo Desgroutes, vice-président et ingénieur associé d'Eureka Environnement. Michel Rousseau, architecte paysagiste et associé principal chez Rousseau-Lefebvre. Et finalement, Christian Dufresne, agronome, classificateur et consultant pour les Fleurons du Québec. Alors, je vous remercie infiniment pour votre contribution à ce panel. Et bien entendu, vous aurez droit à une petite plante ainsi qu'un sac cadeau d'une valeur de 100 $ de la part de Gloco pour vous remercier de votre contribution à ce panel. Merci beaucoup tout le monde d'avoir contribué à la discussion. Merci.